Bon, mes chers collègues, bonsoir à toutes et tous. Voilà, je vais faire l'appel. Françoise Fouché, Louis Lecause, Marc Droguet, Géraldine Denigo, Lionel Romande, Anne-Cécile Hurtel ne saurait tarder à arriver. Pas encore arrivé. Benoît Kellard, Karen Lançon aura 30 bonnes minutes de retard et donne pouvoir à Maria Torlet, Jacques Carpentier, Maria Torlet, André Kogenek, Jean-Luc Guillaume, Sylvie Massicot. Jean-Marie Pichon est absent, excusé, et donne pouvoir à Michael Jouan, Rola Abifadel, Delphine Penaud, qui vient d'arriver, Stéphane Lefebvre est absent, excusé, et donne pouvoir à Françoise Fouché. Soisy Gruise, Anaïs Cadoret est absente, Valentin Perret, Alain Sevestre, Martine Evin, Thomas Maréchal. Thomas nous quittera vers 20h à peu près et donne pouvoir, en son absence, à Loïc Laridon. Mangalatual est en fait là, donc pas d'absence. Stéphanie Brault. Et Catherine Sorin est absente, excusée, et donne pouvoir à Martine Evin. Voilà. Je vais demander à André Kogenek d'être secrétaire de séance, s'il le veut bien. Mon cher André, je te remercie. Y a-t-il des remarques sur le compte-rendu de notre dernière séance, celle du 2 octobre dernier ? Pas de remarques, donc approuvé. Merci à vous. Décision municipale. Y a-t-il des sujets que vous voudriez vous voir préciser? C'est bon? Rien de particulier. Je vous remercie. Aménagement de la friche STEF, signature d'un protocole d'accord entre la ville de Redon et Redon Agglomération. Alors nous avions déjà délibéré sur ce sujet avec l'accord des parties, soit la ville et Redon Agglomération, mais il y a eu quelques échanges alors que nous pensions que c'était bon. Après notre délibération, raison pour laquelle je vous la présente à nouveau. Et elle a été présentée en bureau des maires il y a une semaine et demie, et non pas en conseil communautaire. Bon, c'est le choix de l'agglomération. Il s'agit donc la signature du protocole d'accord entre la ville de Redon et Redon Agglomération. Les villes de Redon et de Saint-Nicolas de Redon ainsi que Redon Agglomération se sont inscrites depuis 2017 dans un vaste programme de reconquête de la centralité du territoire Confluence 2030. Un plan guide de programmation urbaine a été établi en retenant plusieurs enjeux croisés autour de la reconquête des quartiers portuaires et du rapport à l'eau, des mobilités, de cœur de ville et des transitions économiques, écologiques et sociales. Les collectivités souhaitent contribuer au dynamisme du centre-ville et au rayonnement du territoire de l'agglomération en déployant une nouvelle offre d'espaces professionnels en proximité de la gare ferroviaire et de logements permettant l'accueil de nouveaux habitants dans l'hypercentre. Depuis 2012, la ville de Redon et Redon Agglomération se sont ainsi engagés dans la reconquête de la friche dite STEF, située rue de la Giclée et rue Lucien Poulard, dans le cadre du déploiement du pôle d'échange multimodal et de la définition d'un nouveau quartier gare. Nous avions à l'époque, pour rappel, ville de Redon, négocié avec la STEF IMO pour la cession de parcelles nécessaires à la surface de stationnement qui jouxte le PEM actuel. Et nous avions d'ailleurs essayé de poursuivre ces négociations pour penser ce dont on parle ce soir, et n'y réussissant pas, nous avions envisagé la question le sujet de préemption, et puis nous avons mis dans la boucle et le désigné
l'établissement public foncier régional de Bretagne qui porte le projet pour les deux collectivités associées, Ville de Redon et Redon Agglomération, un portage qui se terminera en 2029 et nous aurons à récupérer la balance budgétaire avec les coûts induits. C'est aussi l'objet, évidemment, de cette délibération. L'opération STEF constitue un projet d'aménagement global intégrant notamment l'acquisition foncière, la déconstruction de bâtiments en friche, la dépollution des sols, la viabilisation des parcelles à bâtir, l'aménagement des espaces publics contigus aux parcelles et la commercialisation. La dernière fois que nous avions évoqué ce sujet en conseil municipal, les entreprises de dépollution étaient là. J'avais une question, je me rappelle, de mon ami André, et ces opérations de dépollution sont maintenant terminées. L'acquisition du foncier et la réalisation des travaux de déconstruction et de dépollution sont assurés par l'établissement public foncier de la région Bretagne, au titre de la convention opérationnelle du 4 mai 2012, dont le portage court jusqu'au 21 février 2029, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Il pourra toutefois être procédé à l'acquisition du foncier par anticipation. Et c'est une hypothèse sur laquelle nous travaillons, en tout cas en ce qui concerne la parcelle dite ouest, celle qui doit accueillir des bâtiments pour le logement. Ainsi, Redon Agglomération et la ville de Redon procéderont respectivement à l'acquisition des parcelles est et ouest auprès de l'EPF, suivant le calendrier de commercialisation des lots et dans des délais prévus par la Convention. La parcelle est sera acquise par Redon Agglomération au 4e trimestre 2025 et la parcelle ouest devra être acquise par la ville de Redon avant le 21 février 2029. L'étude de programmation réalisée par le cabinet Greter a permis d'identifier plusieurs usages de ce site. Sur la parcelle est, le déploiement d'un site d'enseignement supérieur avec la construction d'un nouveau campus capacité de 750 étudiants et d'une résidence étudiante sans hébergement. Le campus, les travaux du campus vont démarrer dans quelques semaines maintenant, début d'année prochaine, en janvier normalement, mars, d'accord. Donc ça s'affine, en tout cas dans les prochaines semaines, prochains mois. Sur la parcelle ouest, le développement d'un quartier d'habitat environ 48 logements. C'est ainsi que nous l'avons identifié au moment, en tout cas, où nous parlons. La convention signée avec l'établissement public foncier régional de Bretagne prévoit une autorisation de paiement de 3 580 000 € maximum. Le prix de revente du foncier à la ville de Redon et à Redon Agglomération sera diminué d'une minoration foncière de 1 365 000 €, nous en avions déjà parlé, et d'une subvention fonds vert de 992 100 €. Ces contributions financières ramènent le coût de portage global à 1 222 900 €. Les coûts d'aménagement du site dans sa globalité, parcelles et espaces publics contigus, sont à la charge de la ville de Redon et de Redon Agglomération. Ces aménagements sont estimés à un peu plus de 2 12 860 € en phase avant-projet AVP, coût auquel il convient de soustraire une subvention fonds vert de 507 900 €. Le coût d'aménagement prévisionnel s'établit donc à 1 504 960 €. Le coût total prévisionnel d'opération STEF, acquisition, déconstruction, dépollution, aménagement, s'établit donc à 2 727 860 €, auxquels viendront se soustraire les ventes de terrain, la cession des espaces des terrains. Sur ces bases estimatives, l'opération STEF est assurée solidairement en comaîtrise d'ouvrage par la ville de Redon et Redon Agglomération. Redon Agglomération et la ville de Redon deviendront l'une et l'autre respectivement maîtres d'ouvrage sur leurs parcelles nouvellement acquises. Au portage foncier précité s'ajouteront donc des coûts d'aménagement portés par l'une et l'autre des parties en fonction du rythme d'aménagement et conformément au plan ci annexé, périmètre de parcelles constructibles, espace public contigu. Les parties sont autorisées à solliciter et à percevoir des recettes d'exploitation ou des subventions. Dans ce cadre, il y a lieu d'établir entre la ville de Redon et Redon Agglomération un protocole d'accord visant à déterminer les flux financiers et le principe de cofinancement
entre l'une et l'autre pour assurer la réalisation de cette opération d'aménagement majeure. Le principe général de ce protocole d'accord est que le bilan de l'opération STEF soit, dans son intégralité, partagé entre la ville de Redon et Redon Agglomération à hauteur de 50% pour chacune des parties. Le conseil municipal, vu le code, vu la convention, vu les délibérations, vu le projet de protocole annexé, vu la présentation à la commission d'aménagement du territoire et urbanisme, habitat et mobilité, développement durable et transition écologique en date du 3 novembre dernier, vu par ailleurs la présentation en commission finances du 5 novembre 2025, je vais vous proposer d'approuver le protocole d'accord entre la ville de Redon et Redon Agglomération régissant les modalités de portage et d'aménagement du site de la friche dite STEF, et notamment la répartition du bilan financier à hauteur de 50% pour les deux parties, d'annuler et remplacer donc la délibération que j'évoquais au début d'avril dernier, et de m'autoriser le représentant de la ville à signer le dit protocole. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques sur le protocole en lui-même ou sur l'opération dite STEF? Madame Évin. Oui. Alors, vous voyez ici juste, Martine, avant, mais vous connaissez, je crois, bien maintenant les choses. La parcelle dite ouest se trouve là à gauche et la parcelle est à droite. Et côté Lucien Poulard, vous identifiez le terrain qui va accueillir le campus. Et sur l'autre, l'hébergement qui se situera en haut, voilà, ici, là. Très bien. Voilà. Madame Évin. Oui, donc deux choses par rapport à ce projet. Donc nous avons beaucoup échangé en commission urbain et puis aussi en commission finances, notamment sur la partie financière. Je voulais parler de la maison de maître, puisque à ce jour, il n'y a pas de projet pour la maison de maître. À un moment donné, on nous a dit que cette maison de maître serait éventuellement rasée. Nous, on trouve ça un petit peu dommage parce que c'est quand même un bâtiment, même s'il n'a pas une portée architecturale importante, on trouve que c'est aussi garder un lieu de mémoire pour ce qu'il y a pu y avoir avant sur ce site. Donc on trouverait intéressant de garder cette maison de maître. Et pourquoi pas d'avoir une réflexion. Alors c'est vrai que cette parcelle sera acquise par l'agglomération, mais peut-être avoir une réflexion sur le devenir de cette maison de maître ensemble avec l'agglo, ça nous paraîtrait intéressant. C'est toujours à l'ordre du jour. Hein. Oui. Disons que je rappelle que nous avons fait le choix, la ville de Redon, de garder cette maison dite de maître. Peut-être faudra-t-il un jour lui trouver une autre appellation, parce que la maison de maître renvoie à la réalité de ce qui entoure la maison de maître, qui serait le monde des esclaves. Je caricature, mais à peine. La maison de maître, bon, c'est le vocabulaire peut-être d'une autre époque, mais passons. Elle est appelée comme ça communément. L'hypothèse de la raser, c'est une hypothèse, hein, pourquoi pas, mais on n'en est pas encore là. Hein. L'idée, en préservant cette maison, est toujours l'idée prioritaire de la réhabiliter. Sauf qu'il y a eu un travail sur cette hypothèse et les coûts qui nous ont été communiqués sont énormes, dispendieux, et ça, effectivement, ça interroge. Maintenant, on peut réfléchir à peut-être d'autres modes, d'autres modalités. Donc, avant de la raser, il n'y a aucune décision n'a été prise pour la raser. Il faut penser précisément la réhabilitation comme nous l'avons pensé dès le départ. Donc, dans vos échanges de commission, c'est normal, on peut se dire pourquoi pas la raser, sauf que c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Et la deuxième réflexion, c'était par rapport à la parcelle ouest que la municipalité va acquérir. Donc, d'après ce que j'ai compris, ce ne serait pas à l'ordre du jour pour tout de suite et qu'on se donne jusqu'à février 2029. Alors, c'est pas
Non, mais Dit que nous pouvions anticiper, non, mais j'ai pas dit que... c'est même écrit. J'ai pas dit que vous aviez dit. J'ai dit il semblerait que. Après, je pense, et puis je pense qu'on a eu aussi un peu cette réflexion-là en commission Urba, c'est que c'est un lieu où il y aura donc des logements et peut-être pour faire avancer les choses, faire du logement là en centre-ville, ce serait intéressant de le démarrer dès que possible. On est bien d'accord, c'est bien ce que je disais, et c'est ce qui est écrit dans la libération. On n'est pas obligé d'attendre la butée de février 29. Il faut y travailler. Mais bien y travailler, c'est-à-dire, et le modèle, au moment où je parle, n'est pas encore décidé. Est-ce que on élabore un appel à manifestation d'intérêt? Est-ce que, etc. Voilà. Ça, c'est matière à échange entre nous pour avoir un projet qui réponde aux attentes de la collectivité. Et on sait le besoin en logement très prégnant. Donc, effectivement, je suis tout à fait, j'aime pas cette expression, raccord, ma chère Martine, avec ce que vous dites. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Le projet est clair, le plan de financement est clair. Je redis quand même que nous avons travaillé avec l'agglo Ville de Redon auprès notamment des services de l'État et avec le PF pour obtenir eh bien, les recettes supplémentaires, alors en termes de minoration ou de fonds supplémentaires, et qu'on arrive à un projet où, évidemment, la ville et Redon Agglomération auront à assumer et à porter le résultat du plan de financement global, mais enfin, ce sont des investissements conséquents. Un campus à un peu plus de 20 millions d'euros. En fait, lors du dernier COPIL auquel j'ai assisté, ça sera en dessous de 19 millions. Ah, bon, voilà, mais peut-être qu'il y a des... Voilà, enfin, on va dire une vingtaine de millions d'euros, avec un cofinancement pour le GIP, Groupement d'intérêt public, campus très, très vertueux. Là aussi, il a fallu batailler. Le sujet de l'hébergement est en train de se construire. Il n'y a pas encore d'officialisation, mais elle est à venir. Voilà. Et puis pour le reste, sur la parcelle ouest, on est d'accord pour penser le meilleur usage de cette parcelle à proximité de la gare, dans un environnement très agréable. On est au bord du canal, dans l'hypercentre, et donc il s'agit évidemment de ne pas rater le coup, et on va essayer de faire les choses au mieux. Par ailleurs, sachez que les services de la ville sont très actifs sur l'environnement de ces terrains, c'est-à-dire le réseau viaire, le sujet de la viabilisation d'ailleurs de l'ensemble, des réseaux, et des réseaux qui nous font anticiper, puisqu'on voit le projet donc, de campus qui va commencer très rapidement, le projet d'immeuble d'habitation n'est pas encore décidé, mais il pourrait arriver très vite. Et il s'agit de ne pas, si vous voulez, être économe des coûts induits par le réseau, le stationnement et la route elle-même, qui sera peut-être en partie reconfigurée, et des cheminements qui jouxtent ces parcelles. Et ça, c'est la ville et l'agglo, et les services de la ville en particulier, qui travaillent sur le meilleur scénario possible, étant acté le principe d'une renaturation du site. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fera la qualité de cette zone? C'est d'abord sa proximité avec la gare, c'est clair, un environnement qui est, je crois, agréable, plein d'agréments, les bords du canal. Mais voilà, on passe à une autre phase. C'était un site, alors on dit un site industriel, il a été un site aussi de logistique, de transport logistique, mais avec un ensemble que vous avez connu, qu'on ne voit plus maintenant, et on peut en être heureux, bétonisé, etc., pollué par ailleurs. Et les opérations, non seulement de dépollution, alors d'abord de déconstruction d'un établissement
d'une friche qui devenait dangereuse, d'autant que certains enfants, parfois, aimaient à s'y retrouver. Bon, voilà, bon, passons. Voilà, donc site dépollué, déconstruit, dépollué, pour accueillir un établissement de formation, un établissement d'hébergement et du logement. D'autres questions, remarques? Madame Evin? Oui, encore, c'était par rapport au GIP Campus. Est-ce qu'on pourrait avoir une présentation à nouveau de ce projet qui avance par le GIP? Alors, on peut le faire. On l'avait déjà eu, je crois que c'était l'année dernière, hein, par mais Anne on Pateau. pourra le faire. Vous savez que nous avons une réunion spéciale Oui. la semaine prochaine sur C'est différents... pas prévu, je pense. Non, c'est pas prévu, puisqu'on en parle ce soir et que le projet est connu. Mais on peut peut-être introduire ça, mais voilà, il ne faut pas que ça non plus... mais on va en profiter pour le faire. Ça sera trop? Ah, ça gueule derrière, là. On va voir sous quelle forme on le fera. Mais c'est vrai qu'on a 4 sujets importants, mais on peut présenter rapidement, Pierre, je vous entends rouspéter les choses. Je le ferai, je le ferai. Ok, je pense que c'est bien de le faire. Vu? D'autant que les travaux sont imminents. D'autres questions sur ce sujet? Convention importante, hein, évidemment. On vote. Qui est pour? Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Deuxième délibération sur le même sujet. C'est une convention de transfert temporaire de la maîtrise d'ouvrage pour la viabilisation des espaces publics sur le site de STF. Je disais que les services y travaillaient dardard, mais pour ces projets, on l'a fait pour, par exemple, la passerelle de l'avant-port. On transfère pour plus d'efficience et en termes de documents administratifs la maîtrise d'ouvrage. C'est l'objet de cette délibération. Je ne vais peut-être pas la lire en entier puisqu'elle reprend beaucoup des éléments que j'ai lus préalablement. Je vais lire à la page 2. La ville de Redon et Redon Agglomération sont mises d'accord pour réaliser cette opération comme maîtrise d'ouvrage et pour désigner Redon Agglomération en tant que maître d'ouvrage unique de l'opération. En effet, donc c'est rappel de l'article du Code de la commande publique qui stipule la possibilité de ce transfert ou de cette désignation. Voilà, la décision de délégation de maîtrise, c'est pas transfert, c'est délégation, excusez-moi du vocabulaire, de maîtrise d'ouvrage des travaux des espaces publics du site STEF de la ville de Redon vers Redon Agglomération s'inscrit dans la continuité de l'avenant de transfert du 3 juin 2024 du marché subséquent MS5 portant sur la réalisation du permis d'aménager et les études opérationnelles de viabilisation et d'aménagement et dans le calendrier opérationnel de développement du site, le suivi et l'interface des premiers lots à bâtir relevant des compétences de Redon Agglomération, développement économique et habitat. Ça intéresse la parcelle dite Est. Et comme on commence par là, c'est un peu plus pratique. Il est précisé que cette délégation de maîtrise d'ouvrage porte sur la réalisation des travaux sur les espaces publics existants de la ville de Redon. Le plan d'aménagement issu des études préopérationnelles prévoit la réalisation d'une nouvelle voie, dite voie pompier, qui desservira les lots de la parcelle Est, dont la commercialisation est suivie, relève de Redon Agglomération. En sa qualité de maître d'ouvrage délégué, Redon Agglomération assurera, en concertation avec la ville, le pilotage de l'ensemble de l'opération sur le plan administratif et technique, ce qui est déjà bien engagé. La répartition financière et les modalités de paiement sont indiquées dans le protocole d'accord que nous venons de voter et qui a été voté au bureau exécutif. C'était le bureau exécutif et non pas la conférence des maires du 3 novembre 2005 et à l'instant pour la ville. Voilà, le conseil municipal, vu les codes, vu le protocole, vu le projet, vu la présentation en commission, vous propose d'accepter le transfert, si, on dit transfert, décidément, temporaire par la ville de Redon à Redon Agglomération de la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'aménagement des espaces publics sur le site STEF et d'approuver les termes de la convention et de m'autoriser à signer la dite convention ou tout document afférent. Avez-vous, sur ce sujet, mes chers collègues, des questions? C'est clair? On vote. Qui est pour?
pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie et je passe la parole à mon ami Louis pour le premier sujet, subvention municipale aux associations 2025. Complément pour le FCAV. Merci. Donc en fait, c'est une retouche, on va dire, par rapport à ce qui avait été fait et voté, mais je vais la lire quand même. Par convention tripartite conclue le 7 juin 2023, la ville de Redon ainsi que la ville de Saint-Nicolas-de-Redon ont continué de contribuer au cofinancement pluriannuel d'un poste éducateur sportif pour l'école de football de l'association Football Club Atlantique-Vilaine, le FCAV, pour les saisons 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. Cette contribution prenait la forme d'une subvention de fonctionnement annuelle de 1 336 € pour la ville de Redon et de 2 044 € pour la ville de Saint-Nicolas-de-Redon, au regard d'une clé de répartition en fonction du prorata des effectifs des licenciés de chaque commune. Pour rappel, lors de l'attribution de la subvention municipale 2025, le conseil municipal de Redon, par délibération en date du 3 avril 2025, a réservé au profit du FCAV un crédit prévisionnel de subvention de 3 497,71 € pour l'année 2025, dans l'attente d'une nouvelle convention pour les saisons 2025, 2026, 2026, 2027 et 2027-2028. Or, il s'avère que la proposition de nouvelle convention porte le montant de cofinancement annuel de la ville de Redon à 3 880,80 € et celui de Saint-Nicolas-de-Redon à 2 279,20 €. Aussi, il convient d'apporter un complément de subvention au FCAV pour le financement du poste d'éducateur sportif de l'école de football et de 383,09 € afin de porter le montant attribué à l'association à 3 880,80 € dès 2025. Donc, le conseil municipal a vu les différents textes et bien vu la présentation en commission finances du 5 novembre 2025, décide de compléter le subventionnement 2025 à l'association Football Club Atlantique-Vilaine par l'attribution d'une somme supplémentaire de 383,09 €, portant le montant de total attribué à cette association cette année à 3 880,80 € au titre du financement du poste d'éducateur sportif de l'école de football. Donc, les chiffres sont bons, on les additionne, tout colle, tout est bon. Des questions? C'est bon, on vote. Qui est pour? Merci. Créances irrécouvrables. Alors, Budget ville, ouais. admission en non-valeur pour 284,35 €. Ouais. Alors là, c'est pareil, c'est donc une liste complémentaire. Par courrier du 17 octobre 2025, le service de gestion comptable de Redon a fait savoir que des titres de recettes n'ont pu être recouvrés. Il s'agit de dossiers datant de 2022 à 2025 où le reste à recouvrer est inférieur au seuil des poursuites ou de combinaisons infructueuses d'actes de recouvrement ou encore de poursuites sans effet d'admission en non-valeur de ces titres et sollicités pour un montant total de 284,35 €, dont le conseil municipal, vu la présentation notamment en commission finances du 5 novembre, décide l'admission en créance éteinte au compte 6542 des sommes figurant sur l'état adressé le 17 octobre 2025 par le trésorier municipal pour le budget ville année 2025 et s'élevant à la somme de 284,35 €. C'est un ajustement par rapport aux derniers résultats qu'ils ont obtenus. Il est possible qu'il y en ait encore d'autres après. C'est possible. Merci Louis. Des questions, remarques? C'est bon. Qui est pour? Merci.
Alors, emprunt du Centre communal d'action sociale de Redon pour le projet de rachat à la ville de Redon des bâtiments grappes de l'EHPAD Les Charmilles. Et il nous faut l'avis conforme du conseil municipal de la ville. C'est la raison, et vous l'avez sans doute présenté en commission, assurément même, de cet écrit. Voilà, Louis, je te laisse présenter. Oui. Alors, pour rappel, dans le cadre du projet de reconstruction de 35 logements à l'EHPAD Les Charmilles, il a été proposé que la ville de Redon cède au Centre communal d'action sociale, le CCAS, de Redon, le foncier des bâtiments grappes au prix de la résiliation anticipée du bail amphithéotique passé entre la ville de Redon et l'ASA d'HLM Les Foyers. À cet effet, le conseil d'administration du CCAS de Redon a décidé par délibération en date du 7 octobre 2025 de souscrire un emprunt d'un montant de 400 000 € pour une durée de 15 ans auprès de la Banque postale, moyennant un taux fixe de 3,74%. En vertu de l'article L. 2121-34 du Code général des collectivités territoriales, les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme. C'est là l'objet de cette écriture. Il faut un avis conforme du conseil municipal. Donc, vu les différents actes, vu la présentation en commission finances, là aussi, du 5 novembre 2025, après en avoir délibéré, émet un avis conforme à la délibération 2025-51 du Centre communal d'action sociale de Redon, en date du 7 octobre 2025, relative à la souscription d'un emprunt de 400 000 € pour l'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2025 de l'EHPAD des Charmilles auprès de la Banque postale pour supporter la dépense de rachat des bâtiments grappes à la ville de Redon. Merci Louis. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Madame Brault. Oui, j'ai assisté à quelques réunions au niveau du travail de préparation pour la rénovation de l'EHPAD. Et je voulais savoir, puisque je n'ai pas pu toutes les faire, mais la dernière fois qu'on s'est vu, on avait envisagé un scénario qui puisse être chiffré sur la déconstruction de Lucien Poulard, qui aurait permis de fonctionner peut-être plus facilement pour tous les agents et puis d'être plus confortable pour les résidents. Et l'idée, c'était surtout d'être moins cher que les scénarios qui nous étaient proposés alors. Donc, je voulais savoir où vous en étiez, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Alors, ces scénarios, il n'y a pas qu'un, ont été envisagés. On a une réunion, c'est ça. On fera un retour sur les différents scénarios. Ce que je peux dire à ce moment-là, mais c'est dans une autre configuration qu'il faut que je le dise, c'est que les scénarios qui nous sont présentés sont extrêmement coûteux, et même avec cette hypothèse qui en soi qui pourrait paraître intéressante, on l'a évoqué effectivement dans nos échanges, sauf que la déconstruction, si on ne dit pas démolition, Madame Brault, on dit déconstruction de la salle Lucien Poulard, nous obligerait à reconstruire une autre salle de sport. Et ce n'est pas aujourd'hui, et au moment où je parle, envisagé dans notre plan pluriannuel d'investissement. Donc c'est plus à l'ordre du jour, enfin l'hypothèse d'une démolition de Lucien Poulard dans d'autres temps, peut-être, mais ce qui questionne le projet lui-même de réhabilitation des grappes de l'EHPAD. Alors nous n'abandonnons pas pour autant le projet, mais nous sommes sur d'autres hypothèses, et notamment celle de la réhabilitation énergétique, notamment des grappes existantes. Voilà. Et donc nous attendons le travail du cabinet que vous connaissez, puisque nous l'avons retenu ensemble, dans les prochaines semaines. Et quand nous aurons ce scénario, nous pourrons à nouveau discuter et voir où nous allons.
Est-ce que je suis clair? Non? D'accord. Voilà. Mais les coûts qui nous ont été présentés par rapport aux hypothèses qui avaient été faites, et les hypothèses avec notamment le département sur des projets de cette envergure, il s'agit de la réhabilitation, vous le voyez bien, des grappes. Des grappes, c'est-à-dire de cette espèce d'éclatement de bâtiment là qui se trouve entre le bâtiment le plus récent d'ailleurs et le château dit du Parc Angers. On ne dit pas château de Calou, paraît-il. C'est une vieille histoire. Passons. Voilà. Donc nous attendons l'évaluation de ce nouveau scénario avant d'engager les choses. Et quand nous les aurons, eh bien, nous déciderons. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Mais effectivement, le sujet est lié à cette délibération. Cela va de soi. Je rappelle la raison pour laquelle le CCAS a fait l'acquisition des parcelles auprès de l'ancien propriétaire, dont la ville était le locataire. C'est que nous avons considéré que les charges, enfin le loyer lui-même, était important, alors que le bâtiment vieillissait, et que, par ailleurs, le propriétaire n'avait pas consenti d'investissement très conséquent sur, précisément, ce dont on parle, la question de la réhabilitation énergétique du bâtiment. Voilà. Alors, il aurait fallu en convenir aussi, probablement, mais enfin, voilà. Et donc, pour un nouveau projet, c'est ce qui explique cette acquisition et cette délibération de la nécessité d'un avis conforme pour procéder. Alors là, au près, mais les choses sont liées les unes aux autres. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? C'est bon? On vote. Qui est pour? Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Je passe la parole à Anne-Cécile Hurtel. Délibération concernant la sectorisation des inscriptions scolaires dans les écoles publiques avec la modification des secteurs. Et je remercie non seulement Anne-Cécile, la directrice des services éducatifs qui est derrière moi, les équipes pédagogiques et les conseillers municipaux qui ont travaillé sur ces scénarios. Et le travail, je considère, c'est très bien fait, notamment avec nos partenaires sur le sujet de l'éducation nationale. Anne-Cécile. Alors d'abord, on va peut-être regarder les 3 cartes que vous avez en pièces jointes pour permettre une meilleure compréhension. Donc dans la première carte, vous avez les 3 secteurs des 3 écoles. Donc en rose, vous avez le secteur d'Anne-Sylvestre. En bleu, vous avez le secteur de Henri Matisse. Et en vert, vous avez le secteur de Charlie Chaplin. Et les 2 zones en violette, ce sont les zones tampons. La deuxième carte, vous avez en orange les 2 zones qu'on souhaite attribuer à Charlie Chaplin, des zones supplémentaires qu'on souhaite attribuer à Charlie Chaplin, et c'est le sujet de la délibération ce soir. Et donc la troisième carte, c'est si vous la votez, si vous l'approuvez, les nouveaux secteurs des 3 écoles pour à partir du 1er janvier 2026. Je tiens aussi à remercier les services parce que c'est un travail qui a été un travail collaboratif entre les services de la ville pour croiser toutes les données donc des logements, les données aussi de l'état civil pour permettre de faire une projection le plus affinée sur les quartiers avec des logements supplémentaires ou pas dans les prochaines années. Je vais vous lire la délibération. Alors. Donc, il appartient au maire de procéder à l'inscription scolaire des enfants dans les écoles publiques de la ville et conformément aux dispositions des articles L212-7 et L131-5 du Code de l'éducation. La commune a la responsabilité de définir le ressort de chacune des écoles dénommées secteurs scolaires. Depuis une décision du conseil municipal du 9 février 2023,
Les inscriptions scolaires sont sectorisées selon un périmètre qui a été établi pour permettre le respect de la mixité sociale et une répartition juste des nouvelles inscriptions scolaires. La règle de la proximité du lieu de résidence de la famille avec l'école du quartier étant retenue lors de l'inscription d'un enfant. Les 3 dernières années ont été marquées par une stabilité du nombre d'inscriptions dans les écoles publiques, puis une augmentation des effectifs de 19 enfants en septembre 2025. Cependant, et au vu des effectifs, l'école Charlie Chaplin a subi une fermeture de classe à la rentrée scolaire 2024 et 2025 et enregistre une baisse d'effectifs cette année. Une rencontre avec l'inspectrice de l'Éducation nationale et des directeurs des écoles Charlie Chaplin, Anne Sylvestre et Henri Matisse a eu lieu pour réfléchir à la carte scolaire. Il a été proposé de faire évoluer le périmètre actuel dédié à chaque école pour prendre en compte les évolutions sociologiques et urbaines et rétablir un équilibre de la répartition des inscriptions dans les écoles. Vu l'étude réalisée par les services de la ville portant sur la géolocalisation des naissances enregistrées à Redon depuis 2022, la répartition des logements existants sur le territoire communal et la localisation des projets immobiliers à venir d'ici 2030, il apparaît que les secteurs autour des écoles d'Anne Sylvestre et Henri Matisse sont favorisés en termes d'accueil potentiel des enfants. Il est proposé de faire évoluer la sectorisation tout en maintenant les zones tampons affectées actuellement aux écoles Henri Matisse et Charlie Chaplin et dont l'affectation annuelle est laissée à l'appréciation du groupe de travail constitué des directeurs d'école et de l'élu, donc moi-même, délégué aux affaires scolaires. Le champ dérogatoire mis en place au fil du temps pour prendre en compte les spécificités pédagogiques ou l'évolution des organisations familiales est maintenu. Donc, je les rappelle, mais ça n'a pas changé. Donc, l'enseignement spécialisé bilingue, la scolarisation d'un enfant issu d'une fratrie qui a démarré sa scolarité dans une école autre que celle de son quartier, poursuite de la scolarisation après un déménagement pour les enfants nouvellement domiciliés hors commune, l'accord de la prise en charge financière du nouveau lieu de résidence est requis. En cas de séparation des parents et de mise en place de la garde alternée, le choix de l'école laissé aux parents quand ceux-ci habitent 2 quartiers différents de la ville. Possibilité de retour dans l'école d'origine quand les enfants reviennent à Redon après un déménagement hors commune, sous réserve de respecter la capacité d'accueil de l'école choisie. Il est entendu que le nouveau découpage administratif réfléchi en amont, en groupe de travail réunissant les représentants de la ville de Redon, l'inspectrice de l'Éducation nationale et les directeurs des écoles publiques ne concernera que les nouvelles inscriptions scolaires. Le conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, la concertation du groupe de travail et l'avis de la commission des affaires scolaires, et après en avoir délibéré, je vous demande donc d'autoriser Monsieur le maire à modifier les secteurs d'affectation des inscriptions scolaires aux écoles publiques de la ville de Redon à compter du 1er janvier 2026 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à l'exécution de la présente délibération et à engager toutes les démarches relatives à ce dossier. Voilà, encore merci aux services et à nos partenaires de l'Éducation nationale. Y a-t-il sur ce sujet des questions? Bon, ça a été vu en commission. Et merci à tous les élus sur cette évolution. Alors, nous avons fait le choix de la sectorisation depuis 2023. C'était une nouveauté pour nous. Ça semblait nécessaire au vu de l'évolution démographique, de la répartition aussi des écoles publiques sur la ville. Et on peut se féliciter de l'augmentation des effectifs des écoles de Redon à la dernière rentrée. C'est un bon signe. Mais voilà, inégale répartition et volonté de rectifier ou de rééquilibrer les choses. Eh bien, s'il n'y a pas de remarques ou de questions, nous allons voter. Qui est pour? Merci à tous. Pas de compte ni d'abstention. Mon cher André, monsieur le secrétaire de séance, je te passe la main pour le rapport d'activité du syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine, SDE 35, que tu me disais tout à l'heure en aparté.
personne ne connaît, enfin, mais tu vas expliquer les choses. Je vais expliquer un petit peu. Vas-y. Bon, je ne vais pas lire la délibération parce que je vais arriver directement sur le sujet. Je dois vous présenter le rapport d'activité 2024 du SDE. J'avais espéré qu'en fin de mandat, avoir le président du SDE qui puisse vous le présenter, ou alors le directeur, mais bon, j'ai pas réussi à les avoir, donc je vais le faire à nouveau. Ça va faire 12 ans que je fais la même chose, donc j'arrive à peu près connaître le dossier. Le mot du président que vous trouvez à l'écran, ça a été une année 2024, une année dense pour le SDE, parce qu'il a fallu recapitaliser Energive 4. Energive, je vous expliquerai après rapidement ce que c'est. C'est vrai qu'on a commencé avec Energive, on a créé donc cette société-là pour gérer les énergies renouvelables. Et on a commencé avec 450 000 euros d'argent au niveau de l'actionnariat. Et là, maintenant, on est arrivé à 2,9 millions. Donc, il a fallu retrouver des capitaux. C'est ce que le président a fait. On a aussi mis en place le nouveau marché de travaux pour la nouvelle méthode pour le déploiement du service. On a fait aussi le déploiement du service Sérène pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. C'est aussi une association qui s'est créée sur 2024. On a lancé les consultations pour les premiers réseaux de chaleur. Bon, pour l'instant, on n'est pas trop impacté sur Redon, on n'a pas de réseau possible de chaleur pour l'instant. On a démultiplié les boucles d'autoconsommation. J'avais promis de vous parler de l'autoconsommation. Je vais vous inviter d'aller sur le site SDE 35, que vous avez un accès libre sur SDE 35. Vous allez sur Informations et vous trouvez les fiches sur l'autoconsommation. Donc, qui vous explique bien, au moins au niveau actuel, ce que c'est que l'autoconsommation. C'est donc de consommer le surplus de production que quelqu'un peut faire, que ce soit des éoliennes ou que ce soit des panneaux photovoltaïques, dans un besoin journalier. On a toujours une pointe de consommation et on a aussi une pointe de production pour ceux qui produisent. Donc, au lieu de vendre à EDF cette pointe, on le consomme dans sa propre entreprise ou son habitation. Donc c'est actuellement, je ne sais pas si vous avez entendu parler que des industriels redonnés se lancent à faire de l'autoconsommation. Il y a 5 entreprises qui se mettent en place pour faire l'autoconsommation et produire et consommer ce qu'ils produisent. Voilà un petit peu le rôle de ça. Donc, si vous voulez, il y a une société, c'est pas une société, c'est une association qui s'est créée, qui s'appelle Partner 35. Vous cliquez sur Partner 35 et vous aurez la fiche technique correspondante. Il y a aussi la création d'un groupement de propriétaires fonciers et pour le déploiement des bornes de recharge, parce que la première phase a été une centaine de bornes créées par le SDE, et donc sur lequel j'ai participé. Et là, maintenant, ils ont aussi élargi le nombre de bornes de recharge dans le 35. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Alors, le plus gros problème, c'est qu'on a bien sûr une déstabilisation des finances. Et tous les financiers, on peut lire que le budget 2024, il y a plus de dépenses que de recettes. Donc c'est nouveau, c'est la première fois que ça arrive. Mais c'est parce qu'il a fallu faire de l'investissement et investir sur les nouveaux projets. Avant que ces projets produisent,
Il faut bien assumer. Voilà. Donc ça, c'est quand on compare le budget 2024 et 2023, on est passé quand même de recettes de 56 millions. J'ai oublié le de 2023, mais ça devait être 43 millions de mémoire. 48 millions. 48 millions de recettes, et là on est passé à 56 millions. Par contre, on dépense, on était à 38 millions, et on est passé à 57 millions. Oui, donc 57 millions pour 56 millions de recettes. Enfin, l'écart, c'est la capitalisation de Énergive. Alors, que dire sur la gouvernance? Toujours 299 membres, un président, 7 vice-présidents, un comité syndical et 36 délégués. Je n'étais pas dans mon deuxième mandat dans les délégués, mais j'étais représentant de la ville au syndicat. 332 communes. Nous sommes une commune urbaine. Si vous regardez bien le dossier, le rapport complet, à la page numéro 9, vous trouverez la petite feuille de Pays de Redon, en bas, en jaune, complètement isolée autour des communes rurales. Nous sommes commune urbaine. Alors l'impact que ça, c'est que la commune urbaine, Enedis, a conservé la mainmise sur Redon. La mainmise, si on peut s'appeler la mainmise, mais enfin, on dépend totalement de Enedis. Alors pourquoi ils ont voulu conserver ça? Parce que nous gardons l'assise sur l'électricité. Alors c'est quoi l'assise? C'est une taxe que nous gardons, nous, chez nous, à la ville. C'est la taxe CSPE et la taxe TICFE que l'on garde. Ouais, voilà. Donc ça nous aide, nous aussi, en sachant que quand même, c'est une taxe de 29 € des poussières par mois et par PDL. Je ne sais pas si... genre PDL, c'est poste de livraison. La ville de Redon a 148 postes de livraison sur la ville, à gérer. On passe des marchés d'énergie électrique. On a validé... c'est le SDE qui passe un marché global avec toutes les communes adhérentes. On a 245 communes qui adhèrent à ce marché global. Et on fait des marchés de 1 an, voire 2. Actuellement, ici à Redon, nous sommes avec Engie, comme à Rennes, c'est pareil. Enercop et Total Énergie en gaz. Donc, on est un gros marché. On a des prix compétitifs. Et on dépense, donc il faut quand même aussi qu'on consomme de la puissance. On fait 1 704 de kWh. 1 704 de kWh. Donc c'est énorme. Le plus gros consommateur de PDL, c'est le stade municipal, Ricordel, deuxième, et le Carré Neuf. La consommation que vous nous annoncez, c'est pour la ville de Redon. Pour la ville de Redon. Ah oui. Je parle de la ville de Redon. Je fais un petit bilan parallèle. J'ai prévenu monsieur le maire que j'allais parler un petit peu de la ville pour que vous sachiez un petit peu ce que ça représente comme consommation. Voilà. Ouais.
Alors, donc, j'irai pas beaucoup plus loin, parce que le budget je l'ai présenté. Maintenant, comment il travaille le SDE? Il travaille par mission. Alors, les missions que l'on a mises en place, c'est bien sûr de réduire la consommation énergétique. Ça, c'est l'objectif du SDE. Ça a été, donc ça regroupe, pour faire cette mission-là, il y a le renouvellement du parc d'éclairage public. À la particularité de Redon, où nous avons la régie chez nous. Donc on n'a pas transféré la compétence au SDE. Le SDE gère 82 500 points lumineux. Nous avons de mémoire 3 500 points lumineux sur Redon. Donc on est encore capable de les gérer. Maintenant, il faudrait aussi que notre plan de passage en LED a bien avancé. C'est une chose qui s'est... sur 2023 et 2024, on s'est attelé à faire ce plan-là, comme beaucoup de communes, mais avec l'aide du SDE. La deuxième mission, c'est améliorer l'efficacité énergétique. Alors, les enjeux de ça, c'est accompagner les communes pour la planification de leur aménagement via les PPI. C'est une démarche également engagée pour réduire l'empreinte carbone sur les travaux grâce au recyclage des matériaux de BTP. C'est aussi la mobilité gaz. Alors, il y a une station de gaz qui s'est ouverte sur Rennes pour pouvoir alimenter certains bus de Rennes. Pas tous les bus, mais certains bus de Rennes. Ça, c'était le deuxième enjeu de la deuxième mission. Développer les énergies renouvelables, j'en ai parlé. Il y a quand même 156 ombrières qui ont été créées par le SDE 35. Alors, ombrières, c'est les couvertures de parking, par exemple. La consommation a augmenté. 51 centrales solaires, toiture, donc c'est assez important. C'est là qu'on retrouve le Energive, donc qui fait beaucoup de choses. Il y a donc des gens qui sont salariés chez Energive, qui sont en mission chez Energive et qui restent SDE. C'est ça. Donc la mission 4, c'est développer la relation aux usagers. Bon, ça, on ne le voit pas beaucoup. Et puis la grosse mission, la mission 5, j'ai dû en passer une. Oui, elle est dessous. Mutualisation les moyens et les expériences. Le groupement d'énergie, c'est donc c'est 364 maintenant. C'était 345 l'année dernière. Au groupement d'achat d'énergie. Il y a l'arrivée de la ville de Rennes, métropole, le conseil départemental et le couvent des Jacobins. Voilà, 345 collectivités. Et la mission 6, c'est assurer le contrôle des concessions. Alors, c'est quoi ça, assurer les contrôles des concessions? C'est que les réseaux aériens, comme souterrains, appartiennent à la ville. La ville les a concédés à SDE 35, comme on a fait aussi le gaz. Rappelez-vous de l'année dernière, on a fait le gaz, et le SDE concède les réseaux électriques à Enedis pour le transport et à EDF pour la production. Voilà, donc c'est un peu complexe, mais c'est pour ça que vous voyez que des véhicules Enedis sur le Redon, quand vous avez un branchement électrique, c'est Enedis. Quand on a un coup de tempête, c'est Enedis. Quand une inondation, c'est Enedis. À ce propos, la ville devra faire attention sur les années à venir
sur le référent Enedis, parce qu'il faut absolument avoir un référent Enedis à la ville pour qu'il y ait un échange entre notre réseau que nous, on connaît bien, dans le service technique, et puis le Enedis quand ils viennent là. On a vu avec Michael Jiquel que quand on échangeait, on savait de quoi on parlait tous les deux. Et ça a fait beaucoup d'échanges assez intéressantes et d'interventions rapides. Parce que quand on est inondé, c'est la première chose qui est inondée, c'est le réseau électrique. Et quand on perd le réseau électrique, tout est perdu. Et on peut maintenir les réseaux électriques en fonction, mais ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir maintenir tous les coffrets de branchement électrique à un niveau de branchement, étant donné qu'ils peuvent être plus bas que la borne de coupure, et donc ça peut intervenir et mettre dans le noir un certain nombre de maisons à côté. Et remettre le courant sur un réseau électrique mouillé, ça pose quelques problèmes, et surtout, ça ne veut pas dire que le particulier ou l'immeuble va être mis en fonction. Il faut que, si par exemple, je prends la rue des Douves, puisque c'est là où j'ai pu intervenir, on avait mis les coffrets fausse coupure hors d'eau, mais tous les disjoncteurs d'appartements avaient disjoncté. Et donc, le fait de dire, ça y est, on a fini la remise en service des réseaux, ça ne veut pas dire que le client avait son électricité. Donc il fallait passer dans chaque immeuble ou chaque appartement, remettre le disjoncteur en place. Donc c'est quand même un gros travail que l'on a fait pendant les inondations, Michael et moi, pour le faire. Ça, il faut le savoir, que toute la partie port, là, ça pose un souci de remise en route. Et surtout, la protection des postes de livraison qui se trouvent rue des Douves et quai Jean-Bart. Et qui est Surcouf aussi, les deux là, les trois. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire un petit peu sur ma connaissance en énergie. Voilà, j'en ai terminé, monsieur le maire. Je ne sais pas si j'étais... Tu as dit, André, je crois, l'essentiel de ce qu'il fallait dire ou faire sortir ou dégager du document. Et donc, alors il y a peut-être des questions à André, mais avant qu'il y ait des questions, je voudrais, sans qu'il y ait beaucoup de solennité, mais te remercier, mon cher André. J'aurai l'occasion de le faire, mais notamment sur ce sujet. Tu as redit la nécessité d'avoir un élu référent auprès du SDE, et pas simplement pour les réunions qui se font avec d'autres collectivités, mais pour être aussi l'interlocuteur avec les services de la ville, parce qu'on a nos techniciens aussi, pour des problématiques qui peuvent apparaître, comme celle que tu as évoquée en dernier lieu dans le moment des inondations, et que c'est indispensable. C'est indispensable, c'est une représentation, c'est aussi une responsabilité de la ville. Et pour tout ce que tu as fait sur le sujet, que tu vas continuer encore à faire un petit peu, je voulais très sincèrement te remercier de ton engagement. Il est extrêmement précieux pour la ville. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Madame Evin. Donc j'avais vu qu'il y avait une ligne de recettes Oui. de 250 000 € de taxes sur l'énergie. Est-ce que cette taxe, d'après ce que je viens de comprendre, c'est qu'en fait, certaines choses ont été concédées à SDE, mais pas tout. Ma question, c'est est-ce que cette ligne de produits, enfin de recettes, est fléchée vers des dépenses qui sont faites? Vous nous avez parlé de dépenses, enfin qui sont en régie, comme le changement des éclairages. Donc, est-ce que cette somme est fléchée vers ce genre de travaux? Comment est-ce qu'on fait? Non. Non. Parce que
je pense qu'on a Mais il y a des une grosse charges. dépense. Il y a une grosse dépense dans Oui. l'électrification, l'éclairage public. Hein. Ouais. Très grosse. Et mon autre question, c'était par rapport à l'effacement des réseaux. Donc, est-ce que l'effacement des réseaux peut être traité par SDE ou est-ce que c'est pas possible et auquel cas c'est à la charge de la ville? Enfin, comment ça se passe? Alors, l'effacement des réseaux, SDE fait l'étude de l'effacement. C'est-à-dire que vous voyez donc de temps en temps des voitures SDE. Je prends la rue du Guesclin, par exemple. L'étude a été faite par le SDE. Par contre, les travaux d'enfouissement sont faits par Enedis. Donc, au niveau... Alors, il existe il existe un barème de prise en charge, d'ailleurs qui est public. Hein. Vous pouvez aller le voir sur le site SDE 35. C'est le guide des interventions financières du SDE. Vous allez voir vous cherchez guide intervention et vous avez toutes les prises en charge. Un effacement, on est aidé en agglomération par le SDE à 60% pour l'énergie électrique quand on fait un effacement. En agglomération. Hors agglomération, c'est pareil, c'est 60%. Mais par contre, si on fait un renforcement de réseau suffisant pour... Posable jusqu'à l'approbation du PLUI. Donc, nous avions fait un travail remarquable et, avec les services, avec les élus, un PLU en 2013 avec Vincent Bourguet à l'époque, et la loi Allure est passée là, et nous pensions au départ, quand en 2014 la nouvelle équipe s'est installée, qu'il s'agissait de toiletter le PLU qu'on venait de voter. Hein. Ça n'a pas été un toilettage, ou alors c'était plus qu'une toilette, hein, c'était un grand bain. Il a fallu réécrire complètement le PLU, puisque les prescriptions législatives étaient beaucoup plus exigeantes et contraignantes, et que nous avons refait notre document. Est-ce que pour la ville de Redon, la loi climat et résilience et sa déclinaison en PLUI marquera un changement notable par rapport au PLU 2019, allurisé comme on dit, existant? Je ne pense pas, ou dans les marges, puisque nous sommes ici à Redon déjà acculturés au principe de la sobriété foncière. Ça a été le PLU 2013, le PLU 2019, le PLUI à venir. Voilà, on ne va pas inverser une tendance dans laquelle la ville s'est déjà inscrite. Par contre, il y a des communes sur notre territoire qui n'ont pas de PLU allurisé. Elles sont dans des anciens formats de PLU, et certaines communes sont même encore... Il n'y a pas de PLU, il y a des cartes communales. Donc le bon est important, et inutile de vous dire que je suis allé faire 4 réunions publiques dans le territoire avec les services qui sont les miens à Redon Agglomération, à Aller, à Rieux, à Pipriac et à Guédé-Pinfo. Et j'entends, je l'entends aussi en conférence des maires et dans nos réunions de travail, l'inquiétude des maires, et d'une inquiétude qui est aussi celle des habitants du territoire, qui se disent, tiens, moi, on m'a dit que ce terrain, j'ai eu ce type de remarque à la fin de la réunion, 4000 m², et on me dit, mon terrain de 4000 m², il n'y aura plus que 500 m² constructibles. Voilà. Bon. Et il y a beaucoup d'inquiétudes, puisqu'on change de paradigme, en fait. Et donc, pour les Redonnais, il y a eu cette acculturation. Nous n'avons pas un besoin de consommation d'Enaf très important. Il nous faut enclencher notre tranche 2 de la ZAC. Il nous faut essayer, c'est ce que j'ai demandé au service et à Lionel, qui l'ont fait très bien, d'essayer d'évaluer au plus près le besoin que nous avons, ville de Redon,
de consommation d'espaces naturels, mais je redis, la ville de Redon n'a pas vocation à aller au-delà de ce qui lui serait même... enfin, elle sera forcément en deçà de ce qui pourra lui être donné. Nous n'avons pas vocation à dénaturer notre ville, à aller sur des espaces naturels qui font la qualité de la ville. Nos bois, nos marais et tout ce qui, les coulées vertes et autres. Voilà. Donc, nous sommes déjà dans cette culture, j'allais dire, de la sobriété. C'est moins vrai dans certaines communes. Voilà. Et on peut entendre les inquiétudes. Une armature, affirmer un maillage territorial bénéficiant à toutes les communes, aux centralités et garant la qualité de vie. Voilà, bon, et notamment la typologie d'espaces bâtis qui décline plus finement les principes de constructibilité, notamment à la campagne. Ça vaut aussi, vous savez, le cas de la ZAC du Château-le-Bâti est illustratif. Quand on regarde les règles qui ont présidé aux constructions de la tranche 1 et celles que nous sommes en train d'élaborer pour la tranche 2, on est sur des ratios de logements à l'hectare différents. On ne va pas les doubler, mais si on le voulait, on pourrait presque les doubler. Sauf que nous sommes d'accord sur la mixité des typologies de logements entre logement individuel, logement collectif, logement partagé, etc. Et nous allons, je crois, dans le bon sens. Diversifier l'offre en logement pour répondre aux besoins de tous et à tout âge. On disait tout à l'heure dans les constats qu'il y avait un parcours résidentiel incomplet. Il l'est. Ce qui justifie des projets que nous portons. Hein. Je repense à la résidence intergénérationnelle. C'est-à-dire que dans son parcours de vie, on peut habiter une maison individuelle, puis à un moment, on a besoin d'autre chose, parce qu'on a moins de besoin d'espace. On n'est plus en famille, mais on est en couple, voire seul, etc. Et il faut penser eh bien, l'évolution est proportionnée le besoin à la demande. Il y a encore beaucoup de travail à faire en la matière. Et ce qui vaut pour la ville doit valoir évidemment pour les 30 autres communes de Redon Agglomération. Voilà. Axe 3, protéger et valoriser les ressources du territoire. Cela vaut révéler, dit-on, un socle écologique, paysager et patrimonial garant de l'identité du territoire. Révéler un socle écologique, paysager et patrimonial, oui, je viens de le lire, excusez-moi. Agir pour un territoire résilient dans la gestion des ressources, l'adaptation aux risques et la transition énergétique. Évidemment, alors c'est ce que dit déjà de façon forte le SCOT en termes d'orientation, cela va de soi. On peut passer... oui, alors on pourrait lire plus en détail les cartes, mais je pense que ça serait fastidieux. Puis je pense surtout que vous les connaissez déjà. Voilà ce que je voulais vous présenter. Alors, c'est forcément synthétique, c'est forcément incomplet. C'est une phase obligatoire qui rappelle, vous l'avez compris, en termes d'orientation, puisque le PADD oriente aussi. Il oriente le travail réglementaire, mais qu'il rappelle des orientations qui sont déjà celles du schéma de cohérence territoriale de Redon Agglomération. Voilà, mes chers collègues, avez-vous des questions, des remarques sur l'état documentaire du PLUI qui est en train de se construire? On va rentrer, pour tout dire... ah oui, je dois le préciser. Nous avions fixé l'année dernière un calendrier très rythmé, et j'ai eu quelques remarques de mes collègues maires, pas tous et uniformément, mais de maires qui m'ont dit ça va vite, et puis nous sommes dans un moment de fin de mandat et d'autres mandats.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons non pas suspendu nos travaux, ils continuent, mais tout ce qui sera de l'ordre décisionnel ou décisionnaire, on dit les deux, appartiendra aux élus qui seront désignés en mars prochain. Et ça m'est apparu comme une décision de bon sens, de sorte que les travaux continuent, mais quand il s'agira de décider des contours des règles, on le fera avec les élus en présence plutôt que ceux qui ne seront peut-être plus là. C'est le choix qui a été fait et qui a eu l'assentiment de l'ensemble des collègues maires. Voilà ce que je voulais juste préciser avant d'accueillir vos questions, vos remarques, si vous en avez, au moment où on parle. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Larion. Oui. Oui, merci. Alors, nous, en fait, concernant ce PADD, on trouvait que le SCOT ne faisait pas nécessairement, en tout cas dans le document que nous avions déjà évoqué, assez référence à la santé, que la dimension agricole n'était peut-être pas assez engagée en faveur de la protection de l'environnement et que la préservation du paysage n'apparaissait pas de façon assez explicite, ou en tout cas n'était pas assez soulignée. Cette fois, le PADD semble davantage respecter cette sensibilité sur ces différents sujets. Enfin, en tout cas, on le retrouve dans les différents paragraphes des trois axes que vous avez décrits. Je trouve intéressant de citer en fait plusieurs passages parce que même si la présentation que vous avez faite permet d'avoir une vue générale, oui, mais je trouve intéressant de rentrer dans le détail pour bien que chacun de nous ayons conscience de la portée qu'aura ce PADD. Quand on parle d'agriculture, donc Redon Aglo affirme sa volonté d'être un territoire de production et de consommation responsable, en valorisant la profession agricole et en promouvant une agriculture nourricière respectueuse des ressources, notamment la ressource en eau et la biodiversité. Nous ne parlons pas d'agroécologie dans ce document, mais nous comprenons que nous devons effectivement nous orienter vers cette production. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre de ces différents termes, ce qui est évidemment une bonne chose pour notre territoire. Ça représente déjà 25% des agriculteurs de Redon Aglo. Concernant la dynamique agricole, elle doit éviter l'urbanisation dispersée, favoriser la production alimentaire de qualité et les circuits courts de distribution comme modèle de consommation locale. De la même façon, je trouve que c'est bien engageant sur des problématiques de circuits locaux à développer dans les prochaines années. On sait qu'on a encore des grandes surfaces très très présentes sur le territoire. Ça donne à réfléchir sur l'avenir de notre organisation. S'appuyer aussi, je cite aussi, s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire pour soutenir l'offre de proximité au sein des centralités. Concernant la santé et la mobilité, vous l'avez cité, mais je trouve que c'est intéressant aussi de bien rentrer dans le détail. Les pratiques de mobilité des habitants de Redon Aglo sont encore largement dominées par la voiture. L'objectif est d'en limiter l'usage pour les déplacements de courte distance en réponse aux enjeux environnementaux, sociaux, de santé, d'accès à l'emploi et aux services. En réponse aux enjeux de transition écologique et énergétique et d'urbanisme favorable à la santé, le PADD a la volonté d'intensifier l'offre résidentielle autour du réseau de mobilité durable. Il s'agit de penser le développement au plus près des centralités. Donc vous avez notamment cité, je ne sais plus si vous l'avez cité, mais en tout cas il est explicitement cité dans le PADD avec une augmentation de la densité autour de la gare, enfin voilà, des différents pôles multimodaux. Alors, pour ce qui est du paysage, c'est un point qui nous semblait important de rappeler. Le PLUI s'attache également à préserver la campagne habitée tout en encadrant son développement pour limiter le mitage et préserver son identité, qui est une vraie problématique de notre territoire. Et là, il y a une forme quand même de contradiction. Nous avons noté en particulier, donc, il est dit, pour les futurs projets en consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers et du bâti en extension, il s'agira de respecter les critères de localisation cumulatifs suivants: la continuité immédiate avec le tissu bâti, le respect de l'équilibre de l'organisation urbaine et de la commune, une liaison aisée au centre-bourg et la desserte et la capacité des réseaux à répondre aux besoins des nouvelles constructions. Donc on pourrait penser que
on est tranquille, le mitage, c'est terminé. Malheureusement, un petit peu plus loin, il est précisé qu'on va encadrer l'urbanisation et maintenir le cadre de vie à la campagne et permettre, dans le respect du caractère rural de l'agglomération des espaces agricoles et naturels, si cela ne compromet pas l'objectif de renforcement prioritaire des bourgs, la réalisation d'une partie de l'offre en logement à la campagne. Sous-entendu, voilà. Bon, c'est des choses qu'il faudra suivre hein, pour nous. Il nous semble que ce second point soit un peu justement la porte ouverte au maintien d'un certain mitage. Mais bon, qui est une vraie problématique, comme on le sait, sur la gestion des transports scolaires, enfin à tout niveau. Concernant la cible 4, Redon Agglo organise la réponse à la diversification des parcours résidentiels, et vous l'avez cité. Effectivement, hein, le PLUI met en avant le rôle du logement social comme garant de la solidarité à long terme, s'engage à offrir un accueil et un habitat dédié aux gens du voyage et encourage la mixité sociale et intergénérationnelle. Des éléments qui nous semblent importants de citer. Encore une fois, voilà, rentrer dans le détail de ce texte permet de prendre bien acte de certaines forces, de certains propos. Voilà, permettre les opérations innovantes axées sur la solidarité, l'adaptation au changement climatique, habitat partagé, intergénérationnel. Il y a aussi un paragraphe concernant l'habitat... pardon ? Non, l'habitat léger, merci. Alors, il est aussi rappelé tout ce qui concerne l'urbanisme favorable à la santé, ce qui est cité plusieurs fois dans le document, donc il me paraît très, très positif. Renforcer la protection des points de captage en eau potable, en interdisant toute nouvelle construction au sein des périmètres rapprochés, en limitant l'urbanisation sur les périmètres éloignés. On aurait pu même probablement aller plus loin, mais c'est déjà une bonne chose, et encourager le développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement vers un changement des pratiques. Une vigilance est à avoir notamment dans les secteurs en jeu, notamment au regard de la qualité de l'eau. Bon. Un point qui est d'actualité, et on en avait déjà parlé, c'est l'exploitation du sous-sol. Le PLUI précise encadrer la valorisation des ressources du sous-sol et son exploitation en tenant compte de la préservation des milieux et des paysages, dans le respect du cadre de vie des habitants et en veillant aux retombées socio-économiques et écologiques locales. On peut espérer que ce type de paragraphe suffira à éloigner certains projets comme le projet Taranis. Donc, a priori, ne permet pas ou très peu de retombées socio-économiques locales et aura un impact notable sur les milieux. Mais bon. Juste sur ce point, Loïc, vous verrez quand je vous présenterai à l'agglo le document Scott cette fois-ci, que c'est un sujet que nous avons essayé de mieux appréhender que ce que disait le document arrêté de mai dernier, que nous avons même confié une écriture à un cabinet d'avocats pour bien délimiter les choses et bien traduire la volonté du territoire. Donc, vous le dites pour le PLUI, voilà, mais le SCOT intégrera, précisera les contours concernant ce sujet à l'approbation donc du Conseil communautaire en janvier prochain. Je voulais vous le dire. Vous pointez du doigt, là, est-ce que ça suffira, etc. C'est une vraie question, et dans les réunions publiques que j'ai conduites sur ce sujet du PADD PLUI, la question, alors pas dans toutes les communes, mais dans certaines d'entre elles, la question évidemment été introduite dans les débats. Voilà une excellente nouvelle. Merci pour ces précisions. Peut-être dernier point dans ces textes, je suis allé évidemment un peu vite. On note la promotion des projets de production d'énergie renouvelable.
dans l'objectif de répondre aux besoins énergétiques du territoire à horizon 2050, considérant que la production d'ENR ne peut être dissociée de l'action du territoire en faveur de la sobriété énergétique. Développer de façon raisonnée et encadrer la production d'énergie renouvelable, notamment l'éolien, et le photovoltaïque au sol et la méthanisation. Sur cette question de méthanisation, il y a accompagner et encadrer la méthanisation pour ne pas générer de nuisances significatives dans les zones urbanisées et ne pas impacter la qualité et les fonctionnalités écologiques des milieux naturels. Ce vœu nous semble un peu pieux. La méthanisation devrait être plus fortement encadrée dans ce document, selon nous, et se limiter aux projets de taille moyenne reposant sur des collectifs d'agriculteurs pour s'assurer de ne pas avoir d'impact sur la production alimentaire. Voilà, nous craignons que, vous savez qu'il y a un projet notamment là, qui a été engagé sur la Chapelle de Brun, qui est un projet très conséquent et qui va, qui va artificialiser une partie du territoire et surtout qui implique demain aux agriculteurs qui portent ce projet de nourrir le méthaniseur avec tous les risques que cela induit. Voilà, donc nous, sur cette dimension-là, on aurait mis la méthanisation, avec des guillemets, et probablement avec ces problématiques, encore une fois, à partir du moment où c'est développé, et c'est les agriculteurs eux-mêmes qui le citent, enfin certains agriculteurs, à partir du moment où c'est développé en collectif, on a plus de chances de gérer au mieux l'approvisionnement du méthaniseur. Voilà, c'était ces quelques remarques qui me semblaient intéressantes de partager avec vous. Merci beaucoup pour votre lecture. Ce que je comprends, Loïc, c'est que globalement, le PADD, tel qu'il est écrit, vous convient. Vous avez pointé quelques points, je suis attentif à ça. Voilà, bon, c'est un préalable, le document final réglementaire n'est pas abouti, mais sur ce qui orientera l'écriture des règles, je pense qu'on est d'accord, je pense qu'on a fait un bon travail jusqu'ici. Et les points d'attention que vous avez sont aussi, vous le savez, les miens. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques ? Bon. Ce qu'il ne faut pas négliger, je l'évoquais tout à l'heure, c'est parce que je l'ai entendu. Je l'entends moins en ville à Redon, parce que ces sujets sont probablement moins prégnants. Et je rappelle tout à l'heure deux PLU à 6 ans d'intervalle. Donc voilà, on a eu avec nos concitoyens qui avaient ou qui sont encore d'ailleurs propriétaires de parcelles, etc. Ce travail a déjà été fait pour l'essentiel. Et le PLUI à venir ne fera pas table rase du PLU existant de la ville de Redon. Il va être affiné, mais voilà. Par contre, ce que j'ai beaucoup entendu dans ces réunions publiques, c'est effectivement l'inquiétude de certains propriétaires et d'engagements qui avaient été pris de transformer telle parcelle agricole en, je caricature un peu, mais en lotissement. Voilà, je ne vais pas dire que c'est terminé, mais c'est en train de se terminer. Vous savez, aux abords des villes, lotissement de 50 lots, etc., ça sera terminé. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que l'urbain a raison sur le rural. Rappelez-vous le sujet de la ZAC du Châtelot-Paty. Je le dis souvent dans cette assemblée. Que n'ai-je entendu sur le dimensionnement de la ZAC ? Je me rappelle d'échanges ici qui avaient leur légitimité de dire mais les gens ont besoin de terrain, il y a une demande de terrain de 600, 700, 1000 mètres carrés, etc. Mais est-ce qu'on peut encore se le permettre ? Parce que si vous autorisez un terrain de 1000 mètres carrés, 1500 mètres carrés, ce qui a été fait, il y a des Redonnais qui ont probablement des terrains qui dépassent les 1000 mètres carrés, et tant mieux pour eux, voire plus, mais des terrains de 5000 mètres carrés, 6000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés, avec une maison au milieu, comme ça existe ici ou là,
Aujourd'hui, c'est plus possible. Ou alors, si, vous le faites, mais n'ayez pas d'ambition démographique à dire on va accueillir 5 000, 10 000 habitants de plus sur le territoire, parce que c'est inconséquent. Donc on voit bien qu'il faut faire d'autres choix, et les choix que nous sommes en train de faire pour cette fameuse tranche 2, et pour moi c'est très illustratif de l'évolution, non seulement du débat lui-même, mais de nos attentes. Et quand on inscrit, effectivement, on dit du parcours résidentiel qui est incomplet, il l'est, parce qu'on passe aussi, changement de paradigme, de la maison individuelle, dans laquelle on est pratiquement et on habite toute sa vie et on meurt, sur autre chose. Hein, parce que les configurations sociales, familiales se sont transformées, qu'on fait moins d'enfants, etc. Donc il y a d'autres attentes, il y a d'autres, au rapport de ces réalités de vie, d'autres besoins. Donc on voit bien qu'en l'espace de quelques années, au sein de cette Assemblée, nous avons aussi évolué sur les sujets. Quand on me disait on a besoin de terrain de 1500 m², je crois qu'on a abandonné l'idée d'avoir, il y en aura peut-être encore, mais de moins en moins. Parce qu'il faut penser une offre d'abord diversifiée, moins consommatrice d'espaces naturels, de sorte que ça invite à repenser les typologies de logement, leur mixité sur un même zonage, hein, où on mixe du logement individuel avec des moyennes enfin des surfaces moyennes, non pas de 1000 m², mais plus proches de 400 m² ou 500 m², et puis du logement collectif, du logement partagé, etc. etc. Donc vous voyez aussi la façon dont nous-mêmes, au sein de cette Assemblée, nous avons évolué en l'espace de 10 ans. Nous n'avions pas le même... Enfin, j'ai entendu d'autres discours ici même, et d'ailleurs, en le disant, je ne suis pas dans... vous aviez tort. Non, il fallait entendre. Mais la donne a changé. Très bien. D'autres remarques? Donc, nous avons fait le débat. Il n'y a pas de délibération associée. Elle viendra après, en termes de droit. Et puis, enfin, les rapports d'activité de Redon Agglomération et aussi les rapports sur les déchets. Alors, y a-t-il des questions sur ces rapports? Je rappelle le rapport d'activité de l'année 2024. Nous sommes en novembre, c'est toujours un peu la règle, et nous n'avons pas forcément de choses à dire sur un rapport d'activité, c'est-à-dire un état de l'activité globale de l'agglomération et de la rubrique, par ailleurs, des déchets. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ces deux rapports? Loïc Larédon. Non, je ne veux pas faire de commentaires particuliers sur ces rapports. On a vu qu'il y a une baisse des... Vous avez pu le voir, hein, on a une baisse de certains coûts, enfin, qui nous permet d'avoir une hausse relative du coût global, du coût de traitement des ordures ménagères. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis, on peut féliciter Redon Agglo, en tout cas la gestion, pour cette maîtrise des coûts. On a un sujet sur Redon, ça reste l'utilisation des bacs collectifs, sur le centre-ville en particulier. On sait que la gestion qui est proposée aujourd'hui soit ne correspond pas en fait à ces types d'habitats, soit nécessite une animation beaucoup plus forte. Et donc voilà, on a quelque chose devant nous, hein, sur ce sujet-là. Voilà, c'était juste pour rappeler ce point. Voilà. Oui. Alors, on a amélioré le service, hein, on a recruté, etc. Outre les ambassadeurs, il y a aussi un travail sur l'accompagnement, mais il y a quelques améliorations, mais c'est un travail à poursuivre. Et effectivement, quels sont les bons outils, les bons moyens, adaptés notamment à l'hypercentre? C'est un vrai sujet. Les questions ne sont pas les mêmes dans les zones résidentielles. On n'a pas de problème. Enfin, je dis on. Je regarde Martine en même temps. Il n'y a pas de problème. Voilà, ou vraiment, je me suis trompé de poubelle, jaune ou grise. C'est ça le problème. Donc, c'est pas un problème en soi. Par contre, dans l'hypercentre, quand on est dans du collectif, c'est un sujet. Est-ce que les outils, les moyens mis à disposition sont adaptés? S'ils le sont, d'abord le sont-ils? Et par ailleurs, avec comment dirais-je, je ne trouve plus mon mot,
une population qui n'est pas, entre guillemets, aussi stabilisée dans ces logements qu'elle ne l'est dans les zones résidentielles. On est dans les zones résidentielles sur des propriétaires, pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais essentiellement. On est sur un autre modèle en hypercentre. Il y a des locataires, et des locataires, quelquefois, qui sont là quelques mois. Et quand on est à quelques mois, est-ce qu'on a eu la bonne information? Est-ce qu'il y a eu la bonne communication? Et quand on ne l'a pas eu, parce que les cas qu'on connaît et repérés, c'est ça, c'est on n'a pas eu l'information, on n'a pas su, et puis on a mis, je grossis le trait, mais la poubelle là où on le pouvait. Je caricature à peine, mais c'est ça. Donc effectivement, comment, au vu de cette réalité, comment on fait au mieux? Donc il y a là matière à amélioration, c'est clair. Pour rappel, le niveau de l'emballage est rejeté à 30% encore. Donc on a encore un gros travail de ce point de vue-là. Ouais. Oui, mais qui rejoint en fait cette problématique-là, parce que comme c'est des poubelles qui sont pour le coup ouvertes, les personnes qui ne veulent pas les mettre dans les OM les mettent aussi pour partie dans les emballages. Bien sûr. Mais il n'y a pas que ça comme problème qui explique les 30%. Non. Enfin, bon. Avez-vous d'autres remarques? C'est bon, on a pris... Vous dites, David? On a épuisé effectivement l'ordre du jour. C'est le moment, alors peut-être d'intervention de Soisig ou de Marc ou Soisig. Mais avant, peut-être cela, des questions diverses. Avez-vous des questions à apporter ou des remarques à faire, à apporter au conseil municipal? Peut-être une question, tous les maires de l'agglomération ont reçu le courrier concernant des propriétaires du Leclerc. On sait qu'il y a eu des réunions qui se sont tenues avec le président de Redon Agglomération et vous, monsieur le maire. On est évidemment preneur des derniers échanges et résultats de ces rencontres. Je vous remercie. Vu le courrier des consorts Le Bois, je crois. Et je vous communiquerai le courrier qu'a adressé le président de l'agglomération suite à cette interpellation des consorts Le Bois, que j'ai rencontré une nouvelle fois la semaine dernière, puisque l'agglomération a désigné un cabinet pour travailler aux différents scénarios auprès du propriétaire gérant de l'établissement Leclerc, d'autres chefs d'entreprise par ailleurs, ceux qui sont dans la galerie commerciale notamment, et d'autres aussi plus largement de la zone. Nous avons une réunion de travail la semaine dernière. Nous essayons de collecter le maximum d'informations tenant et aboutissant d'un projet soit de reconstruction sur site, soit de délocalisation, en rappelant que les décisions qui seront prises, elles ne sont pas seulement économiques. Autrement dit, ce n'est pas la seule décision d'un acteur économique du territoire, c'est aussi une décision politique. Et ce dont nous venons de parler en termes réglementaires à venir, mais déjà existants, d'un SCOT qui va être approuvé dans quelques semaines, qui invite à la sobriété foncière, à la diminution des espaces dédiés aux différents développements, et notamment économiques. Voilà, donc nous sommes avec l'agglo à travailler auprès des chefs d'entreprise pour accompagner le choix et le meilleur choix possible. Je le dis parce que j'ai entendu sur mon cas, comme sur le cas du président de l'agglomération, que nous étions je ne sais quoi. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de parler en termes précis, de ne pas être dans l'émotion comme d'aucuns peuvent l'être, et de faire les bons choix avec les différents acteurs économiques. Leclerc au premier chef, mais d'autres encore,
parce que le choix d'une délocalisation renvoie à d'autres problématiques qui sont celles d'autorisation. D'accord ? Et aujourd'hui, les surfaces commerciales cumulées de plus de 10 000 m², les CDAC disent non. D'accord ? Donc si on amène les entreprises vers un scénario qui n'a pas d'issue, on n'aura pas fait un bon travail. Donc c'est la raison pour laquelle, et vous aurez communication du courrier qui a été adressé, que j'ai relu avant qu'il soit d'ailleurs envoyé, il est signé par Jean-François Marie, de dire là où nous en sommes, d'accompagner. Alors, autour de la table, il y a les différents acteurs économiques. Il y a la ville de Redon Agglomération et, il ne faut pas l'oublier quand même, Saint-Nicolas de Redon. Il y a l'État, les services de la DTTM, etc., les chambres consulaires, pour essayer, auprès du cabinet que nous avons désigné, pour essayer d'arriver au meilleur choix possible. Les services de l'État sont associés aux réflexions parce que le choix d'une implantation, d'une délocalisation, c'est pas comme ça. Je veux dire, il y a des CDAC quand il s'agit de surfaces commerciales qui dépassent alors l'établissement lui-même, mais après ça se pense en zonage. C'est le préfet qui décide. Et quand c'est pas le préfet, ça remonte à la CNAC, mais c'est encore l'État qui décide en dernier ressort. Voilà. Donc on est conscient des enjeux, conscient des difficultés dont nous informe l'acteur économique. Voilà, essayer et ensemble de faire le bon choix. C'est pas le choix comme ça, voilà, et ça se fait par ailleurs dans le respect du droit. Enfin, je veux dire, et des règles et du droit. On ne peut pas, voilà. Donc il n'y a pas à empêcher, il n'y a pas voilà. Donc c'est d'objectiver et d'accompagner au mieux tel ou tel scénario et de voir ce qu'il est possible de solliciter en termes d'accompagnement financier sur de tels projets. Il faut voir. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'explorer. Voilà. Pour faire suite au courrier que vous avez eu, voilà, qui dit une situation. Mais dire une situation, c'est pas dire toutes les situations des acteurs économiques du site, par ailleurs. Puis il y en a d'autres, d'une part. Et puis, très bien, mais comment on fait avec les règles qu'on est en train d'énoncer ? Voilà, sobriété foncière, et quand on pressent un espace qui est dans une zone naturelle, enfin des espaces naturels, qu'on est en zone humide, est-ce que c'est le bon choix ? Vous voyez, donc de la précaution, de l'analyse, un souci d'objectivité, d'objectivation des solutions avant de se lancer vers l'une d'entre elles. Voilà ce que nous essayons de faire au mieux. Y a-t-il d'autres questions ou remarques ? Non, on est évidemment preneur d'être associé à la réflexion sur ce projet. Voilà. Merci. Qui concerne malgré tout au premier chef la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, mais pas seulement, évidemment. Je rappelle d'ailleurs que la commune de Saint-Nicolas est intégrée dans le dispositif Action Cœur de Ville, que l'ORT inclut cette partie-là de la commune de Saint-Nicolas, toute la zone de la digue, là. Enfin toute. C'est un peu plus délimité, plus précisément délimité. Et donc, évidemment, nous sommes liés par nos documents d'aménagement et d'orientation d'aménagement. Je voulais juste préciser que la question avait été soulevée par Loïc en commission urbain et que j'avais quand même permis pendant au moins une demi-heure des échanges là-dessus. Quels seraient les avantages et inconvénients d'avoir un déplacement de cette zone pour la ville, mais voilà. Donc effectivement, on pourra en rééchanger, mais on a permis l'échange avec les membres de la commission urbaine. Très bien. Mais au-delà de l'échange, si vous voulez, il y a des questions de droit. Oui. OK ?
Et si je peux me permettre d'ajouter, c'est qu'en fait, cette zone qu'on a autorisée, autorisée en 1978 pour construire ce centre commercial, on n'aurait jamais dû le faire. Et qu'aujourd'hui, on sait tous que c'est pas viable de garder toute cette zone commerciale dans cet endroit qui de toute façon sera à nouveau inondé. Donc se pose quand même un problème bien évidemment économique pour les entreprises qui sont là. Je ne nie pas ça. La question, c'est ce qu'on veut, est-ce qu'on le peut? D'accord? Et on ne peut pas se mettre en travers du droit. Bien sûr, mais on ne peut pas se mettre en contravention des règles qu'on est en train d'établir. Bien évidemment. D'accord? Donc il faut prendre tous les éléments, plutôt que d'être sur le registre, qui est trop souvent le cas de certains, je ne dis pas dans cette assemblée, de certains élus, que d'être dans l'émotion. Si à l'émotion, vous répondez par l'émotion, vous ne faites pas les bons choix. Donc il faut analyser, et une fois que la solution aura été clarifiée, objectivée, nous accompagnerons là où nous sommes, et à la place qui est la nôtre, le projet. Mais être dans l'émotion sans analyse en disant il n'y a qu'un faucon, ce que vous dites, Martine, je suis d'accord avec vous, les autorisations qui ont été données dans les années 70, même 60 pour certaines zones de construction dans le Marais, évidemment, ce sont des fautes. Est-ce que maintenant, rétrospectivement, il faut être ingrat vis-à-vis de nos prédécesseurs? Non, on s'est cru plus fort que la nature, comme souvent. Hein, c'est très prométhéen, ça. Hein. Voilà, sans faire trop de philosophie ou de mythologie, mais c'est le prométhéisme étendu, c'est-à-dire le Marais, on le maîtrise. Oh, puis il n'y a pas eu d'eau depuis longtemps, on doit bien pouvoir faire quelque chose. On sait ce que ça donne. Et pas simplement un redon. Donc voilà. Alors maintenant, comment rectifier le tir? Voilà, bon, il y a eu quand même des scénarios qui ont été imaginés juste avant les inondations par l'acteur économique dont on parle, de construction sur pilotis. Hein. Donc attention, on dit les élus, etc., mais les élus, ils doivent être pas dans le show aussi, ils doivent être aussi dans l'analyse objective, attention. Hein. Raison pour laquelle j'ai eu mal à entendre ce que j'ai pu entendre. On a dû vous dire que ce n'était pas économiquement viable. Comment? On a dû vous dire que c'était pour eux un investissement. Oui, mais évidemment. Mais ils ont imaginé ça. Oui. Nous ne sommes pas les, et vous n'avez pas à être les apôtres des acteurs économiques. Ils ont leur réalité qu'on doit comprendre, évidemment, mais nous ne sommes pas à la même place. D'accord? Donc j'entends tout. Et quand on essaie de bien décider, il faut écouter l'acteur économique, évidemment. Mais en disant, attention, il y a aussi ça, il faut analyser. Et c'est le travail qui est en train d'être fait. Et ce travail, nous le partagerons. Hein. Il n'y a aucune... il a été engagé, pour tout vous dire, le cabinet qui a été recruté, nous l'avons recruté cet été. D'accord? Voilà, il y avait une réunion avec Leclerc, avec d'autres entrepreneurs de la zone, avec les services de l'État, avec les agents de Redon Agglomération, avec Jean-François Marie, avec moi, voilà, pour dire le travail qui a été fait. Il y a eu avant cette réunion, consultation des acteurs économiques, donc on faisait une réunion de synthèse, et qui est une des réunions, d'autres vont venir pour faire le bon choix, ensemble. Avez-vous d'autres questions, mes chers collègues? Non, c'est peut-être pas à moi de le faire, mais il y a le petit... oui, Sozik Durand, tu vas... 3 minutes. Quand même. Non, mais je le présente. J'aime beaucoup, je dois l'avouer, vous appelez ça comment? Le visuel. Le visuel. Donc, j'aime beaucoup le visuel parce qu'on retrouve la skyline, visuel, skyline de la ville. Les éléments de la ville sont... je trouve vraiment très très réussi.
Donc bravo, et c'est clair. Tu veux peut-être dire un mot, ma chère Soise? Un petit mot, c'est... en fait, on a pas mal travaillé quand même, de concertation, de manière collégiale, avec la commission patrimoine et culturel, le commerce aussi également. Du coup, vous allez voir les grands chapeaux, en fait, spectacle, marché, patinoire, conte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse découvrir tout ce qu'il y a à faire, mais il y en a pour tous les goûts. Et surtout, à pas rater, le 1er décembre, illumination. Mais le premier événement à venir tous ensemble, ça peut être sympa. Le 5 décembre, il y a un gospel au niveau du cloître. Voilà, c'est vraiment le premier événement phare. Et puis à se retrouver vraiment encore tous ensemble le 12 décembre. Là, c'est l'inauguration, entre guillemets, au niveau de la patinoire et du village. Et c'est surtout d'être ensemble et de remercier en fait tous les partenaires, les associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations cette année. Lever le rideau se consacre essentiellement aux décorations cette année, ne fait pas les animations. Donc on fait appel aux associations culturelles de Redon. Pour la patinoire, les associations sportives. Donc il y a vraiment une cohésion cette année et un investissement de chacun. Donc ça, c'est très important et c'est important à souligner. Et puis surtout remercier tous les partenaires et le mécénat en fait. Il y a beaucoup d'entreprises, de commerçants qui ont participé pour la patinoire. Donc ça, c'est super sympa. Et donc ça promet un très beau Noël. Il y a aussi un mapping avec une nouvelle histoire de Noël, un conte plus féerique avec un grand-père avec son petit-fils pour raconter l'histoire de Noël. Voilà. Donc on se revoit pour les vacances de Noël. Et un Père Noël qui arrive. Mince, le Père Noël qui arrive en péniche. Donc là, ça va être un grand moment. Un grand moment. Un grand moment. Ah si, il faut le dire. La presse est là, en bateau. va dire. Ah oui, il ne faudra pas le mais dire. on se voit lundi prochain, mais si. C'est dans le programme. Ouais. Ah, c'est écrit? C'est dans le programme. Si c'est écrit, Ouais. on peut le dire. Mes chers collègues, on se retrouve ici même la semaine prochaine pour une réunion spéciale sur des sujets importants, donc on a un peu évoqué tout à l'heure, la ZAC du Châtel-le-Paty, pour faire le point suite au COPIL qui s'est réuni il y a quelques semaines. Garnier, vous dire là où nous en sommes, sur la friche elle-même, le projet des constructions, des pollutions du site et de la Grande Nef. On fera un point aussi sur l'école Charlie Chaplin. Et le 4e point, l'abbatiale. Voilà. Et à la demande de Martine Evin, une petite cerise sur le gâteau qui sera le campus. Le campus, mais Pierre me disait, ou David ou Jean-François, 2 diapos. Donc on verra ce qu'on propose, mais que vous ayez quand même... Vous ne le connaissiez pas, Martine, le projet? Si. Puisque mais un peu plus de détails. Anne Pateau était venue le présenter, mais c'était surtout savoir où ça en était, l'avancement. Bon, on fera le point. Mais j'inviterai Jacques à beaucoup de... Ça sera présenté par Jacques. Voilà. L'essentiel de l'essentiel. Parce que ça fait quand même un 5e point potentiel. Bonne soirée à vous tous et toutes. Et à la semaine prochaine. Le prochain conseil municipal, c'est le 18 décembre par ailleurs.